Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette vidéo dédiée aux matières premières et aux fondamentaux. Nous sommes aujourd'hui donc le mercredi 17 mars 2021. Aujourd'hui nous allons aborder, vous l'avez certainement remarqué, les matières premières marquent le pas. On va tout de même faire une mise à jour tout d'abord concernant le pétrole avec les nouvelles prévisions de l'OPEP. On va parler du gaz naturel en repli. Malgré le fait que nous ayons des stocks sous la moyenne de 5 ans, mais il y a tout de même une baisse de la demande. On va aborder le blé avec ce nouveau rapport WASDE. On l'a pas mal abordé ces derniers temps. Et on va parler de cette réduction de l'excédent. Et nous allons terminer par le métal jaune, l'or, à quelques heures de la Réserve fédérale américaine, de la décision de la réunion de la Réserve fédérale américaine. Et au moment où les rendements du 10 ans américain sont aux alentours des 1,66%. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, nous allons débuter par le traditionnel rappel légal. Alors, vous l'aurez compris, au menu du jour, ah, je me suis trompé, j'ai mis cuivre. Au menu du jour, ça sera pétrole, gaz naturel, blé et or, hein, et on ne va pas parler du cuivre. Nous l'avons abordé la semaine dernière. Il y a quelques mises à jour à faire hein, sur ces matières premières. Aujourd'hui, après le pétrole, on enchaînera sur le gaz naturel, hein, donc on va pas mal aborder le secteur de l'énergie. Concernant le pétrole, les différents points à retenir, l'OPEP qui s'attend à une hausse de la demande d'ici la fin de l'année 2021 avec une demande mondiale qui pourra atteindre 99 millions de barils par jour. On va s'intéresser justement à la demande dans le détail et à la production de certains pays. Alors, sans qu'il n'y ait de changement majeur hein, du côté de la production de l'OPEP, et d'une augmentation progressive de la production en Russie, on pourra avoir un déficit sur le marché pétrolier qui pourra atteindre les 3 à 4 millions de barils par jour. Si ce déficit se maintient, si on garde un déficit sur le marché pétrolier et qu'on a la chance de voir la demande se redresser, le pétrole pourrait atteindre les 100 dollars le baril. Ce n'est pas le scénario le plus probable. Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord du côté de la demande, hein, je ne l'ai pas indiqué ici, mais la demande pourrait patiner. Nous avons une suspension d'AstraZeneca en Europe et donc une vaccination qui ralentit. Sans parler des variants et d'une éventuelle troisième vague et de nouvelles restrictions. Du côté de l'offre, la Russie fait pression actuellement sur l'OPEP afin d'augmenter sa production. Et l'Iran, d'un autre côté, serait en mesure de produire jusqu'à 2 millions de barils par jour de pétrole s'il conclut un accord avec les États-Unis. Alors c'est de moins en moins probable, hein, on l'a appris ce matin, selon l'AIEA, l'Iran aurait à nouveau violé l'accord de 2015 sur le nucléaire en enrichissant de l'uranium à l'aide d'un second type de centrifugeuse, je vais y arriver, plus perfectionnée. Donc c'est un scénario très peu probable hein, au vu des nouveaux éléments dont nous venons de prendre connaissance. Et nous avons une production américaine également qui pourra être de retour plus rapidement si les prix se maintiennent à des niveaux élevés. Et donc face à tous ces éléments, on retirera tout de même hein, le retour de l'offre iranienne jusqu'à 2 millions de barils par jour. On a un marché de l'or noir qui pourrait s'équilibrer sous les 80 dollars le baril. On pourrait même consolider pendant une longue période à ces niveaux ou légèrement sous ces niveaux. Et pour cela, il faudrait tout de même une amélioration significative de la demande mondiale. Alors tout cela, c'est conditionné à une amélioration de la demande mondiale. Malheureusement, elle est très incertaine, hein. Nous vivons un petit peu au jour le jour et c'est encore plus vrai sur le marché pétrolier. Un marché pétrolier qui dépend énormément de la mobilité, qui dépend énormément des voyages, du trafic aérien. Et donc, nous naviguons à vue concrètement et toutes ces estimations-là dépendent d'un redémarrage de la demande d'un point de vue mondial. Alors on va s'intéresser justement à l'offre et la demande pour 2021. Ça nous vient directement de l'OPEP, hein. On voit qu'effectivement, ce qui va nous intéresser, hein, c'est la différence de A et B, hein. On va prendre ici la demande totale et on va retirer ce qui ne vient pas de l'OPEP et donc bien entendu ce qui provient de l'OPEP et qui est du gaz naturel.
NGL. Alors ici, ce que l'on retient, c'est que nous avons une demande qui pourrait dépasser les 28 millions de barils par jour d'ici la fin 2021. On le voit pour le quatrième trimestre, 28,26 millions de barils par jour. Et on aurait donc pour 2021 une moyenne supérieure à 27 millions de barils. On notera tout de même que actuellement l'OPEP produit moins de 25 millions de barils par jour. Une production qui sera amené à augmenter, mais en tout cas, le déficit d'un point de vue moyenne est bien présent. Et donc, moins de 25 millions de barils par jour concernant la production de l'OPEP. On notera tout de même une constante augmentation ici de la production en Iran et une augmentation également assez significative qui nous provient du Nigeria. Ce sont bien sûr, c'est un rapport, c'est une différence entre janvier et février. Nous allons passer à présent sur la vision, la vue graphique du pétrole WTI. Nous avions abordé la dernière fois d'un point de vue graphique. Aujourd'hui, c'est au WTI, un WTI qui est en repli. Il a marqué donc, il a tenté de marquer un nouveau sommet post-pandémique et la prochaine zone de support pourrait être la zone entre 60 et 62 dollars qui se situe aux alentours de la borne inférieure de ce canal ascendant, de ce canal haussier. On notera tout de même, et on le dit suffisamment en Good Morning Market, que ce repli, cette pause du pétrole intervient après la formation de ces deux chandeliers japonais en Dark Cloud Cover que nous avons déjà détaillé en Good Morning Market, mais également la semaine dernière lors de la vidéo matières premières et fondamentaux. Donc voilà pour la vision journalière sur le pétrole WTI. On retient ces 60 à 62 dollars. Et on va s'intéresser à présent à une vision Ishimoku et une vision hebdomadaire. Alors souvenez-vous, nous avions franchi, et c'était un signal fort ici, cette oblique baissière qui relie les différents sommets. Je n'ai pas voulu dézoomer davantage pour que le graphique, pour nous concentrer justement sur cette zone. Et à quoi correspondent les 60 à 62 dollars? Ça correspond précisément, notamment les 60 dollars, à notre niveau de Tenkan hebdomadaire, qui vient se confondre avec cette oblique baissière. Donc cette vision de repli en direction des 60 à 62 dollars pourrait être confirmée d'un point de vue technique. Ça serait un simple pullback hebdomadaire, un retour vers la Tenkan et pullback vers l'oblique baissière. Donc voilà pour la présentation hebdomadaire concernant le pétrole. On reste dans l'énergie. On reste dans l'énergie et sans plus tarder, on passe au gaz naturel. Le gaz naturel qui est en repli et nous sommes actuellement à la fin de la saison de chauffage qui est nettement favorable au cours du gaz naturel. Et il y a des prévisions notamment concernant les stocks, une baisse des stocks de gaz naturel de 10 à 20 milliards de pieds cubes, ce qui est tout de même une faible baisse pour cette période de l'année. Alors les cours ont baissé. Les cours ont baissé à 2,5 dollars et le support le plus proche est à 2,215. On pourrait même aller chercher les 2 dollars, nous allons le voir d'un point de vue graphique. Concernant les stocks, et vous le savez, on fait très souvent cette comparaison avec la moyenne sur 5 ans, nous sommes légèrement inférieurs à la moyenne sur 5 ans et nettement inférieurs au niveau de l'année dernière. Mais il y a des prévisions météorologiques favorables et on pourra avoir une période d'accumulation des stocks qui intervient plus tôt que prévu, plutôt que ce qui donc est indiqué par justement cette moyenne sur 5 ans. Mais on va s'y intéresser d'un point de vue graphique. Justement, le voici. Souvenez-vous, vous êtes à présent habitué à ce genre de représentation, notamment pour le gaz naturel. On a ici deux bornes, la borne supérieure, borne inférieure. Ça nous rappelle un peu les bandes de Bollinger. On a la moyenne sur 5 ans. La ligne bleue, ce sont les stocks actuels. Ce que l'on constate, c'est que nous sommes sous la moyenne des 5 ans et à court terme, nous avons donc des perspectives négatives concernant la demande. Je vous rappelle que, encore une fois, nous arrivons à la fin de cette période de chauffage qui est caractérisée par une forte demande de gaz naturel. Donc le gaz naturel, il y a un vrai facteur, ce qu'il faut savoir, saisonnier, ce qui est tout à fait, ce qui est compréhensif, qu'on peut comprendre très rapidement. Lorsque les températures baissent, on augmente notre consommation de chauffage, donc on augmente notre demande de gaz naturel. C'est une période qui est notamment qui est très favorable au cours du gaz naturel. Et à l'issue de cette période, habituellement, nous avons une hausse des stocks qui s'amorcent. On le voit ici sur 5 ans, une hausse des stocks s'amorce à la fin de la période
de chauffage, hein, la période de chauffage qui touche à sa fin, il me semble, je n'ai pas la date exacte, hein, mais c'est, concrètement au printemps et à ce niveau-là et à ce moment-là, on peut constater d'un point de vue saisonnier un repli des cours du gaz naturel. Concernant les cours, justement, ce repli semble-t-il s'est, amorcé. Nous sommes à, 2,500, légèrement plus bas. Nous avons une zone de support que l'on retrouve à ce niveau-là. Alors, c'est une zone qui est, compris entre, les 2 $ et les 2,215 en s'intéressant justement à cet indicateur de saisonnalité qui nous indique la tendance par rapport à la saison, à la saisonnalité, on pourrait atteindre un creux, de court terme à la fin du mois d'avril, début du mois de mai. Donc un repli, hein, qui pourrait se poursuivre avec une tentative éventuelle de reprise, un rebond peut-être ici sur ce retracement de Fibonacci que l'on retrouve à ce niveau-là, avant de reprendre à la baisse pour aller chercher cette zone de support. On passe à présent sur le blé. Le blé que, on s'y est intéressé, hein, dernièrement, donc c'est ce rapport WSDE qui nous donne quelques changements concernant ce marché. On a une offre qui est largement excédentaire, on en avait, parlé, mais une demande qui commence à remonter petit à petit il faut savoir que il y a une augmentation de la production, certes, on en a parlé il y a une semaine ou 2 semaines de cela, mais l'augmentation de la demande est encore plus forte, ce qui pourrait permettre d'avoir des stocks finaux plus faibles qu'anticipés, plus faibles que prévu. Nous avons également, une baisse des stocks finaux aux États-Unis, ce qui serait également favorable au prix. La situation technique est quelque peu différente, hein. Il y a pas mal d'obstacles avant une hausse des cours du blé. C'est pour cela que l'on avait mis en place ce scénario d'un repli d'environ 150 cents le boisseau, 140 cents le boisseau avant de repartir à la hausse. On est sous résistance, la résistance des 650, mais on va voir tout cela. Tout d'abord, on s'intéresse à ce dernier rapport de WSDE qui montre des changements significatifs, hein, on le voit ici. Et le marché du blé a toujours une offre qui reste tout de même excédentaire, notamment par rapport au marché du soja ou du maïs, hein. On fait très souvent ce parallèle. On voit ici les ending stocks qui sont aux alentours légèrement supérieurs à 301. Je vous rappelle, hein, que pour ces données, on retire, hein, ce qui nous provient justement de Chine. Donc, hein, vous pouvez le voir ici, nous avons les stocks, la production et les importations. Les stocks, beginning stock, stock de départ, et les ending stock, les stocks finaux. D'un point de vue graphique, voici le scénario que nous soutenons, voici le scénario qui nous semble le plus envisageable, hein. Ce serait tout simplement une photocopie de ce que l'on a connu ici en 2006, en sortant de cette zone de range, après une impulsion haussière, un éventuel repli de 140 cents et une reprise haussière considérable pour aller chercher des sommets. C'était ce qui s'était passé ici, on le voit, et c'est ce qu'on pourrait connaître à l'heure actuelle. Donc un scénario qui tient toujours, on est toujours sur des sommets, on va le voir d'un point de vue intraday. Ici, il y a tout de même une forte résistance, hein, d'un point de vue intraday en H4, c'est le nuage Ishimoku. On voit cette oblique baissière qui accompagne le nuage Ishimoku à la baisse et qui exerce une certaine pression sur les cours. On oscille autour du retracement de Fibonacci à 38,2%, un retracement qui prend cette précédente hausse. Et donc, on pourrait se replier, comme nous l'avons dit, de 140 cents par boisseau, ce qui nous ramènerait aux alentours des 500 cents, aux alentours ici du retracement à 78,6%, voire légèrement plus bas, un niveau qui pourrait nous permettre une éventuelle hausse. C'est le scénario que nous soutenons. Dans tous les cas, pour l'heure, on ressent justement, hein, cette tension baissière, même à très court terme, même si la tendance de fond est haussière, on s'attend à une éventuelle correction. Ce n'est pas un retournement de tendance, hein. Vous voyez ici le graphique de long terme, pas de retournement de tendance, mais légère correction pour une reprise haussière considérable. On passe à présent sur le gold, et il est très important de parler de ce métal précieux, notamment à quelques heures de la réunion de la Réserve fédérale américaine, un métal précieux qui est fortement lié, corrélé négativement aux 10 ans américains. On va voir un graphique que nous avions déjà vu, mais ce sera un rappel, et cela donc
afin de vous rendre compte pourquoi il est important de faire très attention à l'or, notamment aujourd'hui, car ça pourrait être déterminant pour les rendements américains. Avec un gold qui est passé au-dessus des 1700 $, mais actuellement en train de plafonner, des rendements américains à pas 1,69, 1,66%, pardon. À l'heure actuelle, le 10 ans américain est à 1,66% en consolidation, et donc une décision de la Réserve fédérale américaine qui sera déterminante pour ce marché. Si Jérôme Powell ne parvient pas à affaiblir le 10 ans américain, la BCE a réussi à contenir la hausse des 10 ans souverains en Europe, mais Jérôme Powell ne le fait pas pour le moment. Et si on a donc un prolongement de la tendance haussière, une sortie de consolidation pour repartir à la hausse sur le 10 ans américain, cela pourrait faire plonger le métal jaune. Il resterait à nouveau sous pression, un peu comme ce que l'on a vu dernièrement. Je vous le rappelle, ce qui a poussé l'or à la baisse dernièrement, c'est justement le franchissement des 1,50%. Lorsque le 10 ans américain a franchi les 1,50%, et nous avons une zone de support, si cette hausse du 10 ans américain se poursuit, une zone de support pour le gold entre 1600 et 1630 $, ce serait une réelle cible et cela pourrait permettre un rebond. Et à un tel niveau, à 1600, 1630 $, il nous faudra un 10 ans américain aux alentours des 2%. On est à 1,66%. Si la Réserve fédérale réussit à contenir cette hausse du 10 ans américain, à le faire se replier, et donc de par soit sa rhétorique, soit des actions pour limiter la hausse des rendements, on pourrait assister à un rebond considérable du métal jaune en direction du seuil à 1800 $ l'once. On s'intéresse tout d'abord à cette corrélation négative pour se rendre compte justement de l'impact qu'a le 10 ans américain sur le gold. On le voit avec un rendement, alors je n'ai pas fait de mise à jour de ce graphique, c'était l'époque où nous étions encore légèrement en dessous des 1,50%. Il date d'un mois, mais il est largement suffisant pour voir cette corrélation négative. On a un axe de symétrie ici, c'est un effet miroir quasiment. C'est-à-dire que lorsque le 10 ans américain monte, l'or se replie. Inversement, lorsque le 10 ans américain ici en bleu se replie, l'or se renforce. Et donc c'est pour cela, ça nous permet de comprendre assez simplement que si le 10 ans américain venait à atteindre les 2%, on pourrait aller chercher les 1600 $, être au-dessus des 1600 $ pour le métal jaune. Très important de garder en tête cette corrélation négative entre le 10 ans américain et l'or. D'un point de vue graphique, ici, nous avons superposé le T-Note qui représente les rendements américains, pas en pourcentage, en prix. Alors, des rendements américains donc, qui restent élevés et l'or qui tente de se redresser et se négocie actuellement au-dessus, justement, très justement au-dessus d'un retracement de Fibonacci à 38,2% que l'on retrouve ici. Alors ce graphique, je l'utilise en Good Morning Market sans superposition du T-Note. Vous pourrez le voir dès demain ou bien revisionner le Good Morning Market de ce matin. Je ne sais pas si j'ai abordé ce graphique en mensuel, mais je le fais assez souvent. Si la clôture mensuelle se fait à ce niveau-là, au niveau actuel, aux alentours des 1730 $, on aurait une formation de chandelier qui permettrait d'anticiper un retournement haussier. C'est un marteau inversé, mais il reste encore 2 semaines avant la clôture de cette bougie mensuelle. Donc voilà, il peut se passer beaucoup de choses. Concrètement, une baisse des rendements permettrait normalement alors de progresser pour aller chercher les 1800 $. Et donc, on serait bien loin d'un marteau inversé. Simplement, ça nous permet au passage de voir cette formation de retournement de chandelier japonais. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair ici, mais nous avons un petit corps avec une mèche inférieure et pas de mèche supérieure en bas, en bout d'un mouvement baissier. C'est un marteau inversé. Donc voilà pour cette vidéo, c'est plus une vidéo mise à jour aujourd'hui. Malheureusement, il ne s'est pas passé grand-chose sur le compartiment de matières premières, mais nous avons eu des nouvelles données fondamentales et c'est le but de cette vidéo, étudier les fondamentaux des matières premières. Ce que nous avons fait, on s'attendra très certainement à beaucoup plus de mouvements prochainement. Nous avons toutes les données en tête, vous avez toutes les armes à présent pour prendre les bonnes décisions, le moment opportun. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, pour votre temps de m'avoir suivi lors de cette vidéo hebdomadaire.
Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous rappelle que sur la plateforme Xstation 5, nous allons vous tenir informé de la réunion du FOMC et donc même on va vous faire un compte rendu de cette conférence de presse après réunion qui interviendra aux alentours de 19h30. Ce sera disponible sur l'onglet Actualité de la plateforme Xstation 5. Merci à toutes et à tous. Excellente fin de séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.